Deuxième sortie sur les antennes de Canal 2 International, mais plutôt première session parlementaire de l'année 2025 à Yaoundé, que ce soit les députés ou les sénateurs. C'était jour de rentrée aujourd'hui et ce sera donc le thème du débrief de l'actualité de ce soir, session de mars. Doit-on s'attendre à une surprise? Vous avez d'ailleurs suivi en journée les différents discours des deux chambres du Parlement au Cameroun. Le panel est déjà sur ce plateau. Je commence avec un homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous le connaissez déjà. Il est finalement un peu habitué sur le plateau du débat. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le professeur Boyom va m'expliquer. Yves Baba, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, je suis heureux de participer au débat sur votre plateau qui, à mon sens, est l'un des plus enviés. Donc à chaque fois que je suis invité ici, c'est avec précipitation que je réponds présent. Merci à vous d'être venu. Finalement, les suspects de Dikoum ont été rattrapés et présentés à la presse aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Le charnier de Dikoum. Oui, oui. De Sikoum. Oui. C'est une bonne chose qu'ils aient été rattrapés parce que cette histoire a failli créer une psychose. On se demandait déjà qui peut être à l'origine d'un massacre comme celui-là et dans un environnement où tout le monde soupçonne tout le monde. Si on n'avait pas, nos FMO n'avaient pas fait cet effort et nous savons qu'ils sont capables de beaucoup plus encore, on serait toujours dans un environnement de dire oui, peut-être si, peut-être ça. Et j'avais déjà entendu un certain nombre de thèses aussi farfelues les unes que les autres. Donc ça tombe bien. Nous pensons aux familles des victimes parce que vraiment, on essaie de se mettre à leur place. On se dit mais comment on fait le deuil dans ces conditions-là, parfois sans reste. C'est très compliqué. Vraiment, nous souhaitons que ces criminels soient sanctionnés de la façon la plus lourde prévue par la loi. Vous aurez d'autres informations tout à l'heure et les images réalisées par Christian Bock dans le 19h50. Mathurin Billol, membre du Shadow Cabinet du SDF, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir les Pidjou. Merci pour l'invitation. C'est toujours pour moi un honneur d'être sur votre plateau. Comment vous allez? Très bien. J'espère que votre noir, ce n'est pas en rapport avec les 13 boutiques du marché de Dopassi parties en fumée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène-là dans les marchés? De plus en plus, on a la grève à Bopi, on a l'incendie à Dopassi. On se demande finalement qu'est-ce qui se passe dans nos marchés. Bon, s'il fallait lier peut-être la tenue que j'ai portée aujourd'hui à un événement, je lierais cela davantage à ce qui s'est passé à l'extrême nord, n'est-ce pas, avec des chercheurs camerounais, 3 d'entre eux qui ont perdu leur vie du fait de l'obscurantisme dans lequel les populations de ces régions-là sont plongées par le régime de M. Biya depuis très longtemps, où des citoyens sont incapables de reconnaître des chercheurs, sont incapables de reconnaître que voici, ici, nous avons affaire à une élite, nous avons affaire à des jeunes qui travaillent pour l'amélioration de nos conditions de vie, nous avons affaire à des jeunes qui réfléchissent sur nos conditions de vie et sur l'avenir du pays, et qu'ils soient, n'est-ce pas, massacrés, et après avoir été assassinés, qu'ils soient immolés, brûlés. Donc de tels événements nous interpellent et nous, n'est-ce pas, nous amènent à crier de douleur, crier de peine pour tout ce que les Camerounais vivent aujourd'hui. Et le ministre de la Recherche scientifique a officiellement réagi à l'assassinat de ces chercheurs-là à Soulé-des-Rois, dans la région de l'extrême nord. Et le CINES annonce d'ailleurs demain cessation d'activité en hommage à ces chercheurs qui ont été assassinés. On en reparlera demain dans le débrief de l'actualité avec ces chercheurs. Et j'aimerais émettre un cri de cœur, parce que vraiment il est incompréhensible que des chercheurs puissent se déplacer à moto pour aller faire leur activité. L'université devrait être dotée de moyens pour permettre à ces personnes qui travaillent. Dans l'arrière-pays, on sait comment ça se passe. Il y a des pistes, et les chercheurs parfois marchent à pied pour avoir des informations. C'est une université, ça veut dire qu'elle devrait mettre à leur disposition des moyens pour pouvoir se déplacer convenablement et faire leur travail convenablement. Donc pour nous, ça nous attriste très profondément. Vous pouvez remarquer mon émotion. Voilà pourquoi je dis que véritablement, il ne faudrait plus que cela se répète. Et le SDF entend véritablement doter les universités camerounaises des moyens pour pouvoir permettre aux chercheurs et aux enseignants de travailler de façon adéquate. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec la casquette politique, parce que ces gens-là, en travaillant, on n'avait pas besoin de savoir s'ils appartiennent à X ou Y parti politique. Il faut juste
Madame, tout est politique, même le marché dont vous parlez. Le marché dont vous parlez tout à l'heure là, hein, la gestion des marchés politiques. Même le fonctionnement des marchés politiques. Ce n'est pas parce qu'on est de tel ou tel parti. Parce qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont gérées par certains partis qui ne sont pas au pouvoir et qui ont toujours des problèmes. Donc peut-être il faut percer l'abcès avant de voir peut-être établir maintenant les responsabilités sur le plan de X ou Y. Je suis en train de vous dire que tout est politique. Oui, mais au-delà et c'est le pouvoir qui gère la société. Ce sont les élus qui gèrent la société. Si vous avez des élus de mauvaise qualité, vous avez une société de mauvaise qualité. Mais il n'y a pas des élus. Je dis bien que si vous avez des élus de mauvaise qualité, vous avez, n'est-ce pas, une société de mauvaise qualité qui est mal gérée. Voilà pourquoi on interpelle les Camerounais. C'est qu'il faut apprendre parfois, quand il y a des sujets aussi sensibles comme ça, où on n'a pas eu besoin de voir la casquette de quelqu'un qui appartient à X ou Y parti politique, vraiment de se défaire avant d'établir les responsabilités et faire des propositions. Merci. Nous ne pouvons pas changer notre nature. Nous sommes des hommes politiques. On ne refuse pas. Nous devons toujours donner une coloration politique sur tous les événements de la société. On ne refuse pas, mais sanctionner d'abord et après faire des propositions. C'est ce que nous avons fait. Alors, lui, il est adjoint au maire. Non, je ne sais plus. Il fut. D'accord. Mais pourquoi quand vous Non, il reste toujours. Parce que nous, on est habitué à vous appeler monsieur le maire. Hein, et vous êtes le trésorier national du FCC. Carlos Ngoualem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à mes compagnonnistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Ça fait longtemps, vous n'avez pas vu. Oui, c'est vrai que j'ai passé un bon moment où j'étais très occupé par mes activités professionnelles. Et je reconnais que plusieurs fois, vous avez essayé de m'avoir sur ce plateau et que ça n'a pas été possible. C'est un plaisir donc d'être là ce soir pour représenter le FCC et donner la voix qui est la nôtre, de notre opinion par rapport aux faits qui sont inscrits à l'ordre du jour de votre émission. Je profite pour dire que l'honorable Nitio Jean-Michel, qui va d'ailleurs participer à la session parlementaire qui s'ouvre, qui s'est ouverte, vient de séjourner en diaspora camerounaise où il a rencontré plusieurs Camerounais, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, pour discuter avec ses compatriotes sur l'avenir de notre pays, notamment les prochaines échéances électorales. Ça a été diffusé sur Canal 2 International parce qu'on a notre reporter, notre correspondant permanent, Eric Goff-Quachou, là-bas. Mais je vais vous prendre sur cette question qui a glissé entre les mains de Mathurin. Vous qui avez eu l'habitude de parcourir les marchés, pourquoi trop d'incidents dans les marchés? Incendies, grève des commerçants? Il y a quelque chose qui peut expliquer ça, avant qu'on ne passe à la thématique centrale? En fait, ce qui explique tous les problèmes qu'il y a dans les marchés, c'est à la fois la mauvaise gouvernance qu'il y a dans les marchés et aussi les luttes d'intérêt qu'il y a dans les marchés. Parce qu'il faut savoir que dans les marchés, il y a beaucoup d'argent et on brasse beaucoup d'argent dans les marchés. C'est la raison pour laquelle, même quand bien même vous avez la volonté de bien administrer les marchés en tant qu'autorité administrative ou bien communale, vous vous butez régulièrement à des forces qui sont dans les marchés. Parce qu'il faut savoir que les commerçants sont regroupés en associations et puis il y a aussi les combats politiques dans les marchés parce que pour être président d'une association au marché, c'est toute une campagne électorale qu'il faut mener avec beaucoup de moyens qui circulent. Vous avez aussi de l'autre côté la commune ou alors la communauté urbaine qui vient en tant que propriétaire du marché avec ses régisseurs, avec ses comités de gestion qui entrent dans une guéguerre avec ces commerçants-là. Donc c'est un environnement très très difficile qui rend la gestion un peu compliqué. Mais je pense que ce qu'il faut faire dans les marchés, c'est d'instaurer la participation. Et je crois que ces derniers temps, il y a eu une tentative de faire participer les commerçants à la gestion des marchés à travers les associations, à travers les comités de gestion. Je pense d'ailleurs qu'au niveau de la ville de Douala, il y a tout un comité de gestion des espaces marchands qui a été créé. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs élections qui ont été organisées dans des marchés, qui ont été contestées. On a réorganisé, on les a toujours contestés. Parce que tant qu'il y a de l'argent dans les marchés, personne n'acceptera jamais de ne pas être aux affaires. D'accord, donc, merci. C'est en fait ça qui est un peu à l'origine, je pense, de ce qui se passe dans les marchés. Et mon point de vue sur ça, c'est que le fait que les marchés sont pour la plupart construits pour les marchés qui sont construits récemment dans le cadre de ce que je peux appeler partenariat public-privé.
ça rend aussi la situation compliquée parce que c'est un groupe de personnes qui s'accaparent la gestion de ces marchés-là au détriment des autres commerçants qui se disent aussi qu'ils avaient les moyens pour construire. Mais pour entrer en partenariat public-privé avec une municipalité, il faut forcément avoir des relations. Tout à fait. Ce que les autres n'ont pas. Vous avez les moyens égaux, mais il y a quelqu'un d'autre qui soit, il y a des recommandations et tout. Voilà, vous avez compris. Et c'est dommage. Malheureusement. Tous nos courages, nos encouragements aux commerçants du marché de Doc Passy, on a une dizaine de boutiques parties en fumée ce matin. Alors on rentre dans la thématique centrale du jour avec cette session de mars qui s'est ouverte à Yaoundé, notamment à l'Assemblée nationale, il y a quelques heures seulement au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, c'est Laurentine Kwa Feugue Mbédé, doyen d'âge de l'Assemblée nationale, qui a donc ouvert la séance avec son discours. C'était au Palais des Verts de Paul Biya, la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année législative 2025. Et tout à l'heure, à 16h, c'était au tour de René Zengele, doyen, de pouvoir prononcer le discours d'ouverture. Alors Mathurin, le SDF est au Sénat, à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on vit une rentrée parlementaire pour une année comme 2025? Oui. Normalement, le SDF a déjà l'habitude des institutions. C'est un parti qui est dans les institutions depuis très longtemps. C'est-à-dire que nos élus, nos camarades qui y sont, savent les combats qu'ils doivent mener, ils savent comment ils doivent le faire. Et avant d'arriver ici, justement, j'ai pris la peine, n'est-ce pas, d'interroger certains de nos élus, et en particulier le chairman, l'honorable Joshua aussi, pour lui demander qu'est-ce qui se prépare en particulier en ce moment à l'Assemblée nationale. Et il m'a fait comprendre que c'est la session de plein droit. Ce qui m'a permis de comprendre qu'il n'y avait rien de particulier, d'extraordinaire, n'est-ce pas, en dehors de ce que traditionnellement se passe dans cet hémicycle. Donc, effectivement, on va assister à un renouvellement du bureau tout d'abord. Et ensuite, on espère, puisque la session va durer un mois, on espère que les questions qui, n'est-ce pas, touchent véritablement les Camerounais seront sur la table des députés, notamment la cherté de la vie, la difficulté de circuler, les routes qui sont véritablement déjà, qui datent pratiquement, on a l'impression de Mathusalem, ce sont des vieilles routes qui doivent être refaites, avec de temps en temps des régions qui sont coupées, soit c'est la région du littoral qui est coupée totalement de la région de l'Ouest pendant près de 3 jours. Ensuite aussi, il y a certainement ce problème de tribalisme qui ne fait que ressurgir, ce qui veut dire que de toutes les façons, les élus du SDF qui sont très proches des masses, qui sont très proches des populations, certainement porteront ces problèmes-là. Vous savez, l'un de nos élus, l'honorable Benil Djumeni, il est très très proche des populations dans la région du Mongou et il fait des efforts en Banga. Il fait des efforts, n'est-ce pas, pour les doter en infrastructures qui améliorent la qualité de la vie, notamment les forages. Et on a vu ces actions pour interpeller le ministre des Travaux publics afin que les routes, n'est-ce pas, la nationale numéro 5, soient améliorées et que les Camerounais puissent se vaquer librement entre les différentes régions. Donc ça veut dire que pour les élus du SDF, qui sont, je le répète, sont des sociodémocrates, c'est-à-dire des socialistes, ils sont plus proches que tous les autres, qui sont en général des gens de droite, qui sont beaucoup plus proches des personnes riches, qui se déplacent sur nos routes avec des 4x4 et qui ne savent pas la difficulté que les Camerounais vivent. Yves Bama, la particularité également de cette session, c'est que vous avez l'Assemblée nationale, le Palais des Verts, Paul Biya, vous avez le Sénat au nouveau siège du Conseil économique et social. Ça fait beau de voir ça? Oui, ça fait beau. La forme est soignée parce que l'ancien palais qui était allé en fumée devait renaître de ses cendres. Et je pense qu'il est là. Les Camerounais sont très fiers et on l'a baptisé le Palais des Verts Paul Biya. C'est une très bonne chose. Maintenant, pour ce qui est des attentes des Camerounais, je vais un peu aller dans son sens, de dire que selon la loi portant règlement intérieur... Je suis pas encore sur les attentes, mais bon, vous pouvez y aller. Moi, j'étais sûre d'abord sur le fait que c'est nouveau. Vous avez des sénateurs, des députés qui se sont retrouvés dans un nouvel environnement. Vous aurez aimé que je disserte un peu plus là-dessus. C'est des milliards de francs que certains ont trouvé que c'est pas normal et que c'est... Bon, en fait,
que certains ont trouvé que c'est pas normal, mais je vous rappelle que ce sont les mêmes qui nous ont toujours fait le reproche de ne pas faire des de ne pas construire des infrastructures millénaires. Là, c'est une infrastructure carrément millénaire. Pour l'instant, on dira oui, il y a eu des dépenses, il y a eu ci ou ça, mais c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui et pour demain. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre et ils doivent en être jaloux. Donc pour nous autres, c'est une très bonne chose. Je ne doute pas que si on avait aux affaires un parti comme le SDF ou les partis de l'APC et autres, je ne doute pas qu'ils penseraient à faire une institution pareille ou peut-être plus. C'est normal. C'est un procès d'intention que vous c'est faire à ces gens-là. C'est pas un procès d'intention. Je suis en train de dire que non, je suis en train de dire que en fait on ne devrait pas avoir un débat sur ce genre de choses. Quand il y a une infrastructure de qualité qui est faite, que tout le monde dise OK, elle est bonne. Mais quand elle n'est pas de qualité et qu'on se rend compte que l'argent du contribuable a été bousillé, qu'on le dise aussi à haute voix. Maintenant, le nom de baptême, écoutez, que certains viennent nous remplacer, ils choisiront le nom de baptême qu'ils veulent. Pour le moment, nous sommes en place, on a dit nom de baptême, palais de Verts Paul Biya. Vous savez, dans ce pays, on a des stades Amadou Ahidjo, on a des rues telles, on a, donc c'est un peu normal pour moi. Ça ne devrait pas faire polémique. Carlos, on a vu à l'Assemblée nationale Laurentine Kouafegembele, au Sénat René Zenguele. On s'attendait à voir les deux présidents. Vous aussi? Même si on sait que le président du Sénat était là, tous étaient là, mais on attendait quand même de voir davantage ces deux présidents en avant. Disons que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à l'ouverture d'une session par des vice-présidents du Parlement, aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a un peu l'habitude de ces absences-là qui, en réalité, masquent une certaine réalité, c'est-à-dire des personnes d'un certain âge qui sont à la tête de nos institutions, qui n'ont pas toujours la force pour être là à tout moment. Mais je pense que la session qui s'ouvre, les autres l'ont dit, est une session un peu statutaire, on dira, qui a pour principal ordre du jour, en dehors des autres points qui vont inscrire le renouvellement du bureau de la Chambre. Donc en réalité, on ne devrait pas s'attendre à grand-chose, parce qu'il faut dire que depuis que notre Assemblée nationale existe, les attentes que les Camerounais peuvent avoir, c'est qu'est-ce que l'exécutif a prévu pour aller poster dans sa boîte postale qui s'appelle le Parlement camerounais. Parce que normalement, il faut savoir que l'adoption des lois à l'Assemblée nationale au Cameroun obéit à un seul système, c'est-à-dire le système des projets de loi du gouvernement. Jamais on a assisté à une situation où une proposition de loi venant d'un député ait été admise à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas le souvenir. Il y a quand même Cabral Libi qui a fait bousculer les choses. Il faut quand même le reconnaître. Écoute, madame, moi, je pense que lorsque nous parlons d'une proposition de loi, ici, on aurait pu dire la loi Cabral Libi si elle avait abouti. Je me souviens aussi d'une proposition de loi de l'honorable Nitua sur la camerounisation de certaines entreprises publiques. Je pense que les députés, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je me souviens même en 1997, le SDF avec la proposition de loi portant création d'une commission électorale indépendante. Je veux dire, l'opposition a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, on est face à un système où le pouvoir exécutif a confisqué tous les pouvoirs, à savoir les pouvoirs de l'exécutif lui-même, les pouvoirs du législatif et même le pouvoir du judiciaire. C'est pour ça que vous allez voir que même pour interpeller quelqu'un, vous allez remarquer, circuler sur les réseaux sociaux, sur autre institution du chef de l'État, il faut interpeller telle personne. Donc moi, je pense que ça montre un pays dont les institutions ne fonctionnent pas normalement. Et logiquement, pour une Assemblée nationale qui est pratiquement monocolore, parce que le parti au pouvoir a une majorité vraiment écrasante, on ne devrait rien attendre. Mais je sais au moins une chose, c'est que l'honorable Nitua ne sortira pas de là sans dire quelque chose. Parce qu'au moins, à chaque session parlementaire, on assiste au moins
à une interpellation de ces députés, à une question orale ou à une question écrite de l'honorable Nincho pour interpeller les membres du gouvernement sur un certain nombre de faits. Parce qu'il faut d'ailleurs définir ici quel est le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est le vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement à travers les questions orales et écrites. Et on peut dire aujourd'hui sur ce plateau que le député qui excelle dans cet exercice, qui connaît très bien son rôle, qui connaît bien sa mission, c'est l'honorable Nincho. Parce que s'il y avait au Cameroun un gate qu'on pouvait définir, Can Gate, Covid Gate, ligne 65, ligne 87 Gate, par exemple la construction des forages dont mon ami Biol vient de dire, provient d'une ligne 65 et d'une ligne 94 qui fait débat dans ce pays et dans laquelle il y a eu de nombreux détournements que l'Assemblée nationale, logiquement, devrait s'en saisir pour ouvrir une enquête parlementaire pour voir comment cet argent est géré. En tout cas, chacun tire dans la couverture de son côté. Non, c'est pas une question de couverture, ce sont des faits. Parce qu'il n'y a pas que le seul. Moi, j'ai vu Nietzsche, j'ai vu Joshua aussi, j'ai vu Cabral Libi, j'ai vu Tomaino Ndamjoya. Joshua aussi, il a fait quoi? Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau le dire. Non, moi je vois pas. Non, vous ne pouvez pas voir parce que vous appartenez à une chambre et vous ne voulez pas voir. Il faut faire éviter la mauvaise foi. Éviter la mauvaise foi. On l'a vu tous parce que vous êtes dans l'opposition et vous avez l'obligation de solidarité et d'accepter ce que les petites pierres que les uns et les autres mettent. Justement, on parle de session de mars qui c'est renouvellement du bureau, mais sauf que c'est une année électorale. C'est la présidentielle qui est annoncée et on se souvient justement de cette réforme du code électoral qui a été travaillée par certains partis politiques, notamment le SDF, et il y a des attentes, ne serait-ce que sur ce volet-là. Oui, bien sûr qu'il y a des attentes. Il y a des attentes et le travail qui a été fait autour de cette proposition, n'est-ce pas, de modification du code électoral avait été envoyé à la présidence. Vous vous souvenez que en janvier, monsieur le chef de l'État a répondu à madame Toumainou Ndamjoya qui n'avait pas reçu ce document. Et je pense qu'elle a décidé de lui renvoyer. Je pense que c'est ce qui a été fait. Oui, ça a été fait par l'honorable Kopita. Voilà, donc je pense que maintenant il revient au gouvernement de faire preuve, n'est-ce pas, de bonne foi et de l'envoyer au Parlement afin que les parlementaires décident de la nécessité de modifier un certain nombre de choses dans le code électoral, notamment, n'est-ce pas, de faire des élections au niveau de l'élection présidentielle, d'avoir des élections à 2 tours, d'avoir un bulletin unique, n'est-ce pas? Ça permettrait d'avoir une élection beaucoup plus transparente et d'être beaucoup plus, n'est-ce pas, serein quant aux résultats des élections que nous organisons. Donc, tant que ce n'est pas le cas, on aura toujours des situations comme celle que nous avons vécue en 2018 où n'importe quel kidam pourra se proclamer président de la République ou bien vainqueur d'une élection et mettre le pays dans des conditions véritablement difficiles. Donc, il faut véritablement qu'on aille vers cette voie-là, que le code électoral soit modifié et que de façon sereine, on arrive à une organisation des élections au Cameroun. Tant que ce n'est pas le cas, on sera toujours en train de d'épiloguer, en train de dire que tel avait gagné les élections en 92 et n'est pas venu au pouvoir, tel autre avait gagné en 2018 et encore à l'opposition. Donc, véritablement, il faut qu'on tourne cette page-là. Je pense que cette année 2025 est une année capitale. Certains disent que soit ça va passer, soit ça va casser. Et nous souhaitons que ça ne casse pas. Que ça ne casse pas, il faut véritablement que toutes les règles du jeu soient claires, toutes les règles du jeu soient véritablement connues de tous et véritablement justes pour tous. Il ne faut pas qu'un joueur soit avantagé avant le début du match ou alors qu'une équipe, n'est-ce pas, ait en son sein avec elle l'arbitre, le commissaire du match et même peut-être c'est l'équipe-là qui apporte aussi le ballon et les joueurs. Donc vous comprenez que nous souhaitons véritablement que les choses... et je pense que les députés, nos députés en particulier, le SDF a toujours eu à poser cette question d'amélioration. Et tout ce qu'on a eu comme amélioration du cadre électoral au Cameroun, on le doit au SDF. Toutes les évolutions au Cameroun, dans le cadre de l'organisation des élections, toutes ces évolutions-là sont dues au SDF. Donc, c'est un combat que nous portons et que nous allons continuer à porter jusqu'à ce que les Camerounais aient droit à des élections justes
et transparente. Je vais partager avec vous, donc, puisque c'est une année électorale, une année très sensible pour le pays, et dans les discours d'ouverture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a suivi ce souhait-là pour un climat apaisé, notamment pour Laurentine Kouafeugue Bende, au moment où des dissonances grouillent dans l'univers politique de notre pays et que des loups, même les plus insoupçonnables, sortent de leur tanière pour entraîner le Cameroun dans des déchirures qu'il sera certainement difficile de penser demain. Du haut de mon âge, doyenne d'âge de la représentation du peuple, il est de mon devoir, un devoir sacré, d'exhorter la classe politique de mon pays, notre pays, d'user de cette large ouverture démocratique avec sagesse, foi, patriotisme et dans un respect total de la légalité, avec toujours l'esprit qu'au-delà de nos ambitions personnelles, la seule chose qui vaille la peine est le Cameroun, notre cher et beau pays. Il fallait un extrait de ce genre au regard de tout ce qui se passe depuis le mois de janvier dans ce pays. Rappeler les uns et les autres à un peu plus de responsabilité, un peu plus de jeu démocratique, etc. Non, la doyenne d'âge est dans son rôle et du haut de son doyenat, elle est très bien placée pour rappeler les différents acteurs à leurs responsabilités, pour les rappeler à l'ordre. Je veux dire qu'en réalité, ce qui se passe dans ce pays en cette année 2025 n'est en rien différent de ce qui s'est passé dans ce pays à chaque fois qu'on a eu une élection présidentielle. Ça a toujours été ça, le ton monte. Et vous savez, chez nos amis de l'opposition, il y a des chantages qu'on fait de part et d'autre. On vous dit, si vous ne faites pas ça, on fera ci. S'il n'y a pas ci, on fera ça. Et on a toujours remarqué que malgré les différents chantages, la Terre n'arrête pas de tourner autour du soleil. En réalité, la question qu'il a soulevée tout à l'heure liée au code électoral, parce que apparemment ce serait une des attentes, pas seulement de vous, vous n'avez fait que relayer un certain discours, c'est l'attente d'une certaine opposition, mais quand vous voyez le timing entre le moment où Mme Tomaï Ndamdjoua remet son courrier au président de la République et le temps qu'il reste pour aller aux élections. Elle a remis avant, hein? Voilà. Elle a remis très bien avant. C'est pendant les vœux qu'elle s'est rendue compte. Je vais vous reprendre au mot. Vous dites qu'elle a remis avant le président qui a dit « je n'ai pas reçu le document Oui, mais elle a renvoyé et ça fait que le document, non, c'est pas ça, c'est sa déclaration, sauf que la prenez au mot et vous faites mentir le président. Donc, elle a renvoyé le document par l'honorable Koupit. Et le document arrive, vous savez, j'ai été marqué tout à l'heure par Mathieu Mbiol qui dit on doit faire preuve de bonne foi en prenant ce document et en l'envoyant aux députés. C'est-à-dire que vous êtes venu faire une proposition au président, le président n'a pas à l'étudier, il faut qu'il la prenne, qu'il l'envoie aux députés et que les députés votent ou pas. Je voudrais rappeler que quand on doit adopter un texte, quand la majorité doit envoyer un texte au Parlement, ce texte parcourt plusieurs administrations, parmi lesquelles le Conseil constitutionnel, parce qu'il faut qu'on en vérifie la constitutionnalité. Et je vous assure que... Les copies ont été distribuées, rassurez-vous. Non, je voudrais qu'on aille avec l'information. Les copies ont été déposées partout. Je vous dis, les copies ont été déposées partout. C'est pas ceux qui déposent le texte chez le président qui le prennent et le déposent partout. C'est le président qui prend le texte. Il le retravaille parce que lui aussi il a des choses à dire. Et c'est quand il retravaille qu'il va dire le texte va dans cette administration, il va dans cette autre administration. Et quand il revient, il a fait la navette des différentes administrations concernées. Le représentant de la majorité. Vous voulez dire quoi, Iva Bama? Je veux dire qu'un texte se prépare, l'île Fidjou. Ce n'est pas parce que... Mais est-ce que vous savez que les députés à l'Assemblée nationale se plaignent tous les jours de recevoir les textes en retard en moins de 7 jours? Justement, ils reçoivent ces textes en retard parce que dans la préparation, on prend du temps. Vous voyez? Donc, si vous êtes venu déposer un texte, une opposition sérieuse ne peut pas venir déposer un texte devant le pouvoir en janvier et lui dire... Ok, j'attends que d'ici quelques mois, là, tu fasses le miracle. À titre personnel, moi, je me dis... cette instruction-là. Non, tel qu'il parle, ce sont des instructions. Non, c'est pas des parce instructions. Que Mathurin vient de dire tout à l'heure, et vous l'avez laissé, vous ne le laissez même pas développer. Il vient de dire tout à l'heure que le président doit faire preuve de bonne foi en envoyant ce texte au Parlement. Vous voyez, c'est un souhait, mais un souhait qui, en réalité, cache une injonction. C'est comme s'il était en train de dire que à la majorité... Il y a un procès d'intention à Mathurin sur ce plateau. C'est comme si on est en train de dire à la majorité, on vous a déposé un texte, envoyez-le au Parlement et puis on verra. Non. La majorité prend, elle est majorité. Comme elle est la majorité, elle n'est pas votre boîte à lettres. C'est comme si vous étiez en train de dire à la majorité, je vous ai déposé ce texte, allez le mettre là-bas. Non. La majorité prend, le retravaille à sa guise, introduit ce qu'elle veut et dit, OK, le texte peut aller au Parlement après avoir fait la navette des administrations et les députés décident. Mais je veux dire qu'en réalité, tout ça fait partie du jeu politique et c'est très normal. C'est normal que nos amis de l'opposition attendent sur un certain nombre d'éléments
quelque part du pouvoir, et c'est aussi normal que de temps en temps, le pouvoir leur dise, attendez, je ne suis pas une caisse de résonance, je ne suis pas aux autres, vous déposez un texte, j'essaie de regarder, il peut m'arranger, j'en tiens compte, il ne m'arrange pas, je n'en tiens pas compte, c'est pas pour rien qu'on s'appelle la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et je vous souhaite d'arriver au pouvoir un jour, peut-être en 2025, comme vous avez dit, vous voulez sauver le Cameroun. Si vous êtes là, vous allez vous rendre compte que toute majorité acquise, vous ne vous sentirez pas trop pressé d'obéir aux, entre guillemets, injonctions de vos adversaires de l'opposition. Donc, pour le moment, et en attendant que le miracle de 2025 qui va apporter l'honorable Joshua Ozih au pouvoir, ce que je lui souhaite, se produise, vous allez encore, ce sont mes mots, je ne vous ai pas coupé, vous allez encore supporter que le pouvoir soit là et qu'il fasse les choses plus en fonction de ses désirata à lui, parce que c'est la majorité, c'est un pouvoir qui vient du peuple, que de vos envies, vos souhaits, puisque vous êtes la minorité. Vous attendez quoi, Carlos? Parce qu'il y a les soins, on a suivi des députés, des sénateurs tout à l'heure dans les Vox Pop réalisés par Canada International. Il faut revoir ce code électoral, il faut résoudre les problèmes des Camerounais, il faut véritablement qu'il y ait une dynamique qui rentre dans le processus d'une année électorale paisible. Et puisque vous, là-bas, vous n'avez que l'honorable Nietzsche, qu'est-ce que vous espérez? Non, pas les députés. Non, en fait, quand je dis, parce que l'honorable Nietzsche est là-bas et c'est il fait partie du FCC, donc je ne vais pas revenir sur le débat. Ils sont pas représentés. Non, s'il vous plaît. C'est ça, la vérité. Oui, justement, on comprend, mais je voudrais pas revenir dans ce débat-là. Mais comme il compte sur l'honorable Nietzsche qui est à l'Assemblée nationale, vous espérez quoi? Bien, merci beaucoup de maîtriser votre plateau. J'admire votre capacité à mettre chacun à sa place. Parce que tout à l'heure, il a fallu avoir un petit déraillement. Non, ça mais Dieu merci, vous avez réussi à canaliser l'imposture qui voulait se présenter sur ce plateau. Je voudrais dire que pour la session de mars qui s'est ouverte, moi, je n'attends pas grand-chose et je suis très surpris d'entendre un représentant du parti au pouvoir parler de la constitutionnalité des lois dans ce pays et de dire que le président de la République a récupéré la proposition de Tomaino Ndamjoya. Il va remettre au Conseil constitutionnel pour regarder la constitutionnalité. Il va remettre à telle ou telle administration pour regarder. Lorsqu'on est dans un pays où on a voté dans cette même Assemblée nationale des lois qui permettent au tribunal militaire de juger des civils, et que quelqu'un me parle de la constitutionnalité, moi, ça me fait rire. Donc, moi, je pense que nous attendons simplement que, d'un côté, les chantres du parti au pouvoir vont faire des discours, des déclarations. On dit les députés, parce que quand vous dites c'est un peu péjoratif, voilà, les députés du pouvoir vont faire des déclarations, des intimidations contre le MRC, contre les populations qui s'opposent au pouvoir. Et puis de l'autre côté, on aura l'opposition, et en particulier l'honorable Nietzsche, qui ne va pas cesser d'interpeller les membres du gouvernement sur les missions qui sont les leurs. Et pour revenir sur la discussion qu'il y a eu sur ce qu'on aurait pu attendre, notamment l'amélioration du processus électoral ou alors du système électoral camerounais, je crois qu'il ne faut pas que les Camerounais soient dupes. C'est un combat que nous menons depuis les années 90. Il faut déjà savoir qu'en 97 déjà, l'opposition avait introduit une proposition de loi sur la création d'une commission électorale indépendante paritaire. Et à la place de cette commission, le pouvoir a préféré Elekam. Parce qu'il faut savoir que l'opposition avait préparé ça. L'Église catholique, à travers le professeur Titi Noël, qui était secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, avait également fait une proposition sur la mise en place d'une commission électorale autonome. Sa commission, elle était autonome, pour l'opposition était indépendante paritaire. L'objectif, c'était de faire en sorte que les partis politiques et la société civile soient représentés dans le conseil électoral de façon paritaire, un peu comme la CEI en Côte d'Ivoire, que nous avons vu lorsque Gbagbo était au pouvoir, et qui permet que les décisions qui sont prises au niveau du conseil électoral fassent l'objet d'une délibération en bonne et due forme, et qu'on ne parle pas d'indépendance ou bien de neutralité. Parce que lorsqu'on, en lieu et place de la CEI, on a mis en place Elekam,
donnant l'impression qu'on pouvait avoir des Camerounais qui soient neutres. Malheureusement, au moment de nommer les gens du conseil électoral, on a nommé les membres du comité central et les membres du bureau politique du RDPC qui ont démissionné au lendemain de leur nomination, donnant l'impression que la neutralité dont on parlait était plutôt a posteriori, alors qu'elle doit être a priori. Donc, moi, je pense que chaque fois qu'il y a une question qui porte sur l'amélioration du processus démocratique, je préfère dire ça comme ça de manière globale, le pouvoir décide de le torpiller pour faire en sorte qu'en lieu et place de la démocratie attendue, qu'on obtienne à la fin plutôt une démocrature à la fin, c'est-à-dire une dictature masquée. On l'a compris, mais on est dans un pays qui travaille un peu encore sur sa démocratie. Une dictature avec les voiles alors, de la démocratie. De la dernière heure, Michel Michaud-Moussala. Bonsoir, journaliste émérite, bienvenue. Merci, bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voulais présenter mes excuses pour ce retard. Vous savez que la qualité de nos voix. Je suis parti effectivement de mon domicile à 18h30, croyant rattraper le temps. Non, surtout pas. Rassurez-vous, la prochaine fois, sortez à 18h ou à 18h moins. Voilà, pour donc, être ici un peu plus tôt. On entre directement dans la thématique. Vous attendez quoi de cette session de mars? Parce que ici, on se disait, les autres panélistes, on n'entend rien du tout. Ce sera la même chose avec la majorité. Mais je vais quand même préciser que c'est la première pour l'année électorale 2025. Et forcément, il y a des attentes. Ben écoutez, les enjeux contextuels nous amènent à réfléchir autrement. Est-ce que l'homme est divers ou ondoyant? Je ne peux pas faire un procès à ceux qui sont dans ce contexte actuel à l'hémicycle, parce que c'est eux qui tiennent les rênes. Et je pense que nous sommes supposés effectivement faire des observations qui sont d'ordre politique sur ce qui pourra être sur la table des députés. D'entame, je ne me ferai pas le plaisir, ici sur votre plateau, de dire qu'ils ne feront rien. Parce que ce n'est pas ma nature. J'ai toujours... il faut faire confiance aux êtres humains. Et les députés émanant de la majorité qui est le RDPC, à tout moment, ils peuvent apporter aussi quelque part, s'ils voient que le bon sens peut à un moment donné remporter sur des passions ou sur la personnalisation de ce que nous appelons des options politiques. Ce qui fait qu'en ce qui me concerne, quand une assemblée entre, je ne peux pas émettre directement un avis, celui de dire qu'il ne faut rien attendre. Parce que de peur de se retrouver buté face à ces propos, il faut laisser que les travaux s'entament, qu'on voie le type d'amendement, qu'on voie ce pourquoi. Même ce type de questions orales qu'on a l'habitude de poser comme préalable, où les membres du gouvernement passent devant cette assemblée, il y a quand même des opportunités que certains députés se distinguent en posant des questions pour lesquelles les populations veulent avoir des éléments de réponse. C'est déjà positif, même si on n'a pas la suite attendue des différents questionnements qui sont posés à nos... Est-ce que les députés et les sénateurs jouent véritablement leur rôle dans ces hémicycles-là? Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est des gars qui partent juste là-bas déchargés, oubliant les véritables problèmes de leur... Parce qu'on a vu même très peu faire le compte rendu parlementaire, faire le point avec leur population, etc. Et on se pose même la question sur leur véritable mission dans ces hémicycles-là. Est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Le problème exactement est celui de constater effectivement que sur d'autres sujets, j'ai eu déjà à le dire, le fait que nos parlementaires ne font pas en temps plein ce qui est attendu d'eux. C'est-à-dire que le compte rendu parlementaire aux populations qui les ont portés à ce niveau. Ce problème, tout le monde le sait. Moi, je prends tout simplement sur toute la mandature qui arrive à son terme. J'ai vu difficilement les députés de mon département faire une descente quelconque pour dire que nous expliquons, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du parti au pouvoir. C'est un problème. Peut-être parce que ceux qui sont élus, maintenant ça nous sert. C'est un bon prétexte pour que prochainement, pour aller voter, qu'on sache le type de personne qu'on aura à voter, le style qu'il pourra implémenter, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hasardeux qui se sont retrouvés, que ce soit dans les missions communales, comme étant maire, et même comme parlementaire. Et cette politique de cooptation
on copte des individus, parce que c'est le comité central qui décide d'un parti politique à donner ses candidats, qui ne sont pas au niveau de la base élus, parce que si on avait commencé au niveau de la base de se distinguer, il y a un parachutage politique qui se fait dans ce pays qui est inquiet, parce que le tout n'est pas, c'est nous-mêmes de nous remettre des gens en cause, parce que j'ai une culture qui est tellement, qui se base sur le fait que si je trouve le maire Carlos en train de faire un boulot, c'est pas dans mes habitudes de dire que tout ce que tu as fait est négatif. Hein? Prenons, moi c'est par humilité que je dirais que bon, vous avez fait, mais vous n'avez pas assez fait. Ou bien vous n'avez pas, je crois que vous avez commencé, ce qui est déjà une bonne chose d'apprécier. Le problème de nos parlementaires est celui-là, c'est que il y a des failles qu'on constate et qu'on a donné l'impression que, bon, nous sommes en politique, celui qui a la majorité ne viendrait pas tendre complètement, ne viendrait pas tendre la main pour dire que, bon, tout ce que je fais, qu'il y a des chevauchements. Il a sa ligne de conduite politique et c'est celle qu'il tend à appliquer. Et malheureusement, même si c'est le SDF demain qui est majoritaire à l'Assemblée, que ce soit le MRC ou je ne sais pas, le PCRN, je trouve difficile. Hein, on voit les débats sur d'autres cieux, sur comment est-ce que se comportent les majorités, sauf quand il y a le lien de coalition. Donc je disais, j'étais en train de dire que le problème ici, il y a une question d'éducation politique à la base. Nos politiciens, beaucoup sont des improvisés, et c'est ça qui fait problème. Les gens ne s'attendent pas à assumer une tâche politique, mais on arrive à leur donner, et c'est pour ça qu'il y a un problème d'animation politique dans ce sens. Et généralement, on veut trouver les boucs émissaires ailleurs. La réalité, c'est d'abord ce que les Camerounais eux-mêmes, ceux qui s'engagent dans l'action, dans l'exercice de l'action politique, est-ce qu'ils sont préparés à aller effectivement à l'hémicycle, ainsi que dans nos collectivités locales, faire quelque chose qui concerne les populations. D'accord. Il y a justement que la question centrale, hein, doit-on s'attendre à une surprise pour ce qui est du bureau? Est-ce qu'on peut avoir un coup de tonnerre pour nous dire que, bon, à l'élection du bureau, on remplace les deux têtes qu'on a longuement critiquées, que ce soit Kavaï ou alors Niad Difendi? Est-ce qu'on peut avoir un coup de tonnerre? C'est possible? Si nous restions dans... c'est avec oui, justement, je reviens vers vous. Je pense que, humblement, les Camerounais souhaiteraient que les choses changent. Quand on a un président d'une Assemblée nationale qui a près de 90 ans et qui est au Pêchois depuis 33 ans, vous comprenez que n'importe qui de bon sens souhaiterait au moins que les choses évoluent. Et c'est la même chose au Sénat. On a un personnage qui a plus de 90 ans également. Donc, bon. Et qui revient après un séjour de 2 semaines de maladie, dû certainement aussi à son âge, parce qu'à cet âge-là, on a un petit bobo, n'est-ce pas, qui nous demande toujours de se reposer et d'être auprès de ses petits-enfants et de ses enfants. Mais quand on est obligé d'assumer des fonctions aussi hautes que celles de président du Sénat à cet âge-là, vous comprenez que c'est un supplice. Donc c'est normal que les Camerounais puissent avoir besoin de voir au moins des choses changer. Et ce serait bien que le RDPC ait le courage, n'est-ce pas, de rajeunir son personnel politique, au niveau de l'Assemblée nationale, en élisant un des députés qui peut peut-être avoir la quarantaine ou la cinquantaine et de le porter au Pêchois. Ce serait bien qu'on voie, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, où le président de l'Assemblée nationale, il a 42 ans. Et donc, vous voyez que quand on voit le président de la République qui aussi est dans la quarantaine, le Premier ministre dans la même tranche d'âge, on souhaiterait que les choses qui se passent ailleurs puissent aussi commencer au Cameroun. Et qu'on n'ait pas toujours des grabataires à la tête de l'État. On a vu justement l'inactivité de ces deux présidents-là pendant les dernières sessions et on se dit, si c'est une année électorale, pourquoi ne pas rendre dynamique le bureau pour aller dans ce que le chef de l'État a lui-même prescrit pendant son discours à la nation concernant cette année électorale. Donc on pourrait aussi s'attendre à cette surprise-là, non? Mais quand vous dites on a vu c'est quoi l'inactivité de ces deux présidents? C'est bien absent, on le sait. Bon, moi, non, c'est un fait pour vous. C'est un fait pour vous. Moi, je ne me hasarderai pas à vous dire que
un administrateur qui n'est pas à son lieu de service dans un environnement où les uns et les autres sont interconnectés et où l'administration est continuelle, est absente de son poste. Je ne le dirais pas. Peut-être qu'il n'est pas venu à quelques sessions parlementaires, mais toujours est-il que le travail se faisait à distance et il le suivait très certainement à travers ces relais qui sont là. Vous savez que, par exemple, au niveau du Sénat, la loi prévoit que, en l'absence du président, le premier vice est là, et ainsi de suite. C'est pareil pour l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, on ne peut pas faire un procès. On ne peut pas faire un procès en jeunisme, hein, comme j'entends Mathurin Biol le dire. J'aime à rappeler à ceux qui estiment que la jeunesse est un argument sur la scène politique. J'aime à leur rappeler un propos d'un général américain, Douglas MacArthur. La jeunesse n'est pas une époque de la vie, c'est un état d'esprit. Donc, quand je le dis, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous pouvez avoir 40 ans comme moi et être un vieux par vos pensées, tout comme vous pouvez avoir un âge avancé et être un jeune par le dynamisme de votre réflexion. Donc, il ne faut pas qu'on fasse une focalisation absolue sur des questions d'âge. Je peux comprendre que Mathurin, comme il le dit, ait envie de voir dans son pays ce qu'il voit ailleurs. D'ailleurs, je suis de ceux qui, du RDPC, qui le disent toujours, hein. Je souhaite moi aussi qu'il y ait un rajeunissement du personnel politique, y compris chez nous. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on projette des parricides. Chez nous, il n'y a pas de guerre entre les enfants et les papas. Les enfants conduisent les papas à la sortie et quand les papas sont sortis, ils prennent les rênes. Et l'enfant ne va pas dire à son père, va dans la tombe parce que je veux prendre la place. On apprend patiemment, on est ambitieux, mais on ne le montre pas à son père, on ne dit pas à son père que voilà ce qu'on veut. Mais son père qui nous regarde, il sait que effectivement, cet enfant est prêt, il peut prendre le relais. C'est pas sur un plateau de télévision que, par exemple, un Abama viendra vous dire « Oui, moi, je me sens capable de remplacer le président Biya, je veux le remplacer. » C'est pas sur un plateau de télévision. C'est de votre droit aussi. Hein? Et puis, c'est un droit, voilà. Mais c'est pas sur un plateau que vous entendez ce genre de choses. Et puis, la discipline, voilà. Et puis, la discipline du parti aidant, on reste dans un environnement ordonné qui fait qu'on ne crée pas des problèmes à son camp, entre-temps. C'est un gros risque que certains prennent de penser que rester discipliné, ne pas se prononcer sur un certain nombre de questions signifie qu'en interne, le parti ne pense pas à X ou à Y chose. C'est un gros risque. Merci de le dire. Il faut nous penser, il faut vous dire que ce ne sont pas les faux RDPC, ce ne sont pas peut-être... Vous êtes des intellectuels. Nous sommes des personnes assez réfléchies. Nous avons une certaine capacité de nous projeter. On fait des analyses prophylactiques et on peut vous dire que demain après-demain, dans tel cas de figure, voilà comment nous allons réagir. Il y a ce message qui nous vient de Monsieur Boyo de Berthois, depuis Berthois. Bonsoir à la population de Berthois. Lille, bonsoir. Il n'y a rien à attendre de la session de mars. Les mêmes seront reconduits aux différents perchoirs. Il y a des alliances ou pactes qui ne prennent fin qu'après la mort. Ça, c'est un message de Monsieur Boyo depuis Berthois. Mais on peut quand même, il y a des surprises, non? Il y a beaucoup de surprises au regard de ce qui a été le scanner de la société. C'est possible qu'on s'attende à quelque chose de plus dynamique. Pourquoi être dans le négativisme, Carlos? Non, écoutez, il faut lire l'environnement dans lequel on évolue. Le régime de M. Biya est un régime essentiellement gérontocratique. Quand vous regardez... vous ne pouvez pas le dire, hein, oui, parce qu'il y a les diades. Non, vous ne pouvez pas le dire, parce qu'on a des jeunes dynamiques qui sont sur le terrain. Écoutez, oui. C'est un régime gérontocratique. Vous regardez, à commencer par la tête, et puis les autres personnes qui viennent... Donc vous n'espérez pas qu'il y ait un sursaut au niveau du bureau? Non. Depuis combien d'années? On prend les mêmes, on reprend? Depuis combien d'années on attend un sursaut, ça ne vient pas? Qui attend ça? Moi, je pense que le régime, il fonctionne exactement comme si on était dans une chefferie traditionnelle. Parce que la chefferie, elle est statique parce qu'on attend la mort du chef pour que son fils le remplace. La République, logiquement, elle doit être dynamique. Elle doit donner l'opportunité à un renouvellement des générations, à un renouvellement, un sang neuf. Pas forcément des personnes jeunes en âge, mais de nouvelles personnes. Parce que, comme il a dit, vous pouvez... un peu ce qu'on appelle chez nous le sang neuf? Non, il faut des nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Si quelqu'un même va d'une administration pour aller dans une autre, vous allez voir forcément une émulation. Lorsqu'il y a alternance dans un pays, par exemple, vous allez forcément voir... ça peut aussi être pire que l'existant. Oui. Les choses peuvent aller dans un mauvais sens aussi. Hein. Voilà. Mais au moins, il faut que les choses bougent. Tout à fait. Donc, moi, je ne pense pas que on devrait... D'ailleurs, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide de quoi que ce soit. J'ai dit ça tout à l'heure.
Je vous ai dit que c'est l'exécutif qui prépare... Non, l'honorable Nietzsche ne pourra pas dire je vous dis, l'honorable va dénoncer, l'honorable va interpeller, l'honorable va prendre les Camerounais à témoin, il aura fait son devoir. Parce que chacun joue sa partition. L'honorable Nietzsche, il le fait. Moi, non, c'est pas le one-man show. Tout le monde a vu le scandale qu'il y a eu sur l'affaire du Covid. Les Camerounais savent aujourd'hui qu'il y a eu des détournements massifs dans la gestion du Covid. Ça, vous l'avez déjà Les Camerounais savent aujourd'hui qu'il y a eu des détournements lors de l'organisation de la CAN. Donc, moi, je pense que... Comment? Grâce à l'honorable Nietzsche. Bien sûr. Non, allez-y, vous n'êtes pas ici pour vous parler aux populations, vous ne parlez pas à Yves Ababa. Grâce à lui. Allez-y, pour terminer. Je voulais dire par rapport à la question que vous avez posée sur un possible... Un sursaut. Un sursaut. Non, il ne faut pas rêver. D'accord. Ok, alors nous on attend quand même quelque chose, non? Pour sortir, parce qu'il nous reste quelques minutes. Bah, quel journaliste, moi je pense que... peut garder espoir, les choses peuvent basculer, on ne sait jamais. Bon, écoutez, vous savez, moi, je me serais retrouvé à la place de Yves, que j'aurais de la peine à faire la danse Bafia, celle d'aller, au même moment, il dit quelque chose et son contraire. Son souhait, c'est de voir un nouveau dynamisme au sein de son parti. Bon, je suis juste au niveau de la base. L'inorganisation de nos partis d'opposition, c'est ça mon débat. Parce que vous avez une bonne opportunité en cette année électorale. Et c'est ce que je constate, c'est que les partis n'arrivent même pas, dans lequel il y a un dynamisme des jeunes qui sont à la tête des différents partis d'opposition, de vous organiser pour nous donner une candidature unique. Si vous pouviez contingenter, n'allez pas faire à ce que ne pensiez pas qu'au sein du RDPC, c'est vous qui allez donner des orientations organisationnelles. Je suis désolé, parce qu'en ce qui leur concerne, ils ont leur stratégie, ils ont leur approche, ils estiment que avec ceux dont ils sont, ces vieillards qui dirigent la tête de leurs différents mouvements, vous avez dit le Sénat, la vie est belle pour eux. C'est maintenant l'opposition qui devait s'organiser à impulser quelque chose de nouveau, un discours nouveau et une approche nouvelle qui permettent à ce que, dans l'exercice du jeu politique qui va se faire, que vous vous retrouviez à contraindre ce régime à partir. Qu'est-ce que vous en savez du RDPC? Puisque M. Bia ne s'est pas encore prononcé, il peut vous trouver des surprises qui disent que, et vous ferez quoi? On a l'impression que, j'ai comme l'impression que le dynamisme que j'attends des partis d'opposition, moi en tant que journaliste, observateur de la scène politique, tu le sais, ça fait beaucoup d'années. Grand frère, moi en tant que présentatrice des débats, à l'opposition, le discours c'est RDPC, Paul Biya, et il n'y a pas véritablement cette cohésion au niveau des leaders. Mais l'île, c'est de ça que je parle. Voilà. Que j'ai l'impression qu'il y a l'individualisme politique qui déconcentre ce qui devait être le point de discernement des partis d'opposition. C'est un vœu que je mets. D'accord. Ça fait, mais il n'a jamais existé de candidature unique. Il y a des regroupements politiques sur la base peut-être des alliances. Non, on sait quand même. Il y a quand même. On n'est pas qu'une seule candidature. Mon cher ami, le RDPC va en créer ça. Il n'y a pas une candidature. Il n'y a pas. C'est pas une élection à deux tours. Sachez que nous sommes dans un contexte où le temps qu'on revise un certain nombre de choses, il est de l'intérêt de l'opposition de nous présenter une candidature que vous mettiez consensuelle ou unique en fonction de comment vous sentez. C'est un vœu. Que ce soit une candidature forte. D'accord, merci. Bon, vraiment une seconde, une seconde, parce que là on était pas le temps. Pour revenir sur l'Assemblée nationale, sur le Parlement. Tout à l'heure, lorsque j'ai utilisé le mot personnage, j'ai vu Yves m'envoyer le mot personnalité, comme si je ne connaissais pas. En fait, c'est pour dire qu'en réalité, quand j'utilise des mots, je sais de quoi je dis. Oui, mais c'était pour dire qu'en réalité, à un certain niveau, lorsqu'on regarde les agissements des uns et des autres, ils ont cessé depuis longtemps d'être des personnalités. Merci. Ils sont seulement devenus des acteurs simples pour sortir d'un jeu. Je ne veux pas revenir sur les discussions de Mathurin. Je voulais dire à mon grand frère que je ne suis pas dans la danse Bafia, je dis bien.
le souhait d'une régénération du parti est un souhait que beaucoup de jeunes émettent, d'accord? Mais les jeunes du RDPC sont des jeunes responsables qui ne se lancent pas dans des parricides. Nous voulons prendre la main, mais nous voulons apprendre et nous voulons que la main nous soit donnée de façon assez normale. Merci. Voilà. Carlos, en une seconde, on termine avec Ce que je voulais dire, c'est que l'opposition a son candidat. C'est Maurice Kamto. Choisi par qui? Le candidat. Ah, d'accord, ok. J'ai dit l'opposition a son candidat. Oui, l'opposition a son candidat. C'est votre candidat parce que je aussi un c'est candidat. Maurice Kamto. Il a été investi par l'APC à l'occasion de la convention nationale du MRC. En tout cas, oui, merci. Les téléspectateurs notent justement, nous on ne va pas faire l'analyse à votre place. Voilà, merci. On va revenir sur ce débat-là concernant l'opposition, son rôle même dans ce processus et que ces partis-là puissent nous présenter véritablement leur projet de société. Oui, leur synergie, c'est comment ils entreprennent. Parce qu'à tout moment, là, on peut convoquer le corps électoral et on aimerait bien savoir ce qui se passe là-bas. Et qu'on n'ait pas, c'est Paul Biya, c'est RDP, c'est Paul Biya. Carlos Ngoualem, trésorier national FCC, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Yves Abama, homme politique RDPC, merci. Mathurin Billeul, membre du Shadow Cabinet SDF, merci beaucoup d'être venu. Michel Michaud Moussala, journaliste émérite, merci de votre disponibilité. Vous constaterez avec moi que le ministre d'État fait des tournées. Il peut arriver que ce soit lui qui soit même candidat du RDPC. Ça, on n'en sait rien. Il ne sait pas quoi prononcer, s'il vous plaît. On ne sait rien. Demain, on se retrouve ici pour le débrief de l'actualité avec notre thématique et d'autres invités. Juste derrière, Alain Silenkanga est là pour le 19h50. Bonsoir.